Bonjour, alors nous allons corriger les exercices que vous aviez à faire cette semaine sur l'ensemble documentaire qui s'appelle Versailles, le roi Soleil et la société de cour. Alors avant de corriger, quelques précisions peut-être. Il faut rappeler que c'est en 1682 que Louis XIV et la cour vont s'installer à Versailles, et jusqu'à cette date, je crois que je vous l'avais déjà dit, le roi et sa cour se déplacent fréquemment de château en château, le Louvre, les Tuileries, mais aussi le château de Saint-Germain-en-Laye, de Vincennes ou de Fontainebleau. Alors c'est un château immense, et les travaux ont été confiés à plusieurs artistes très connus comme André Le Nôtre, Louis Levaux, Charles Lebrun ou encore Ardouin Mansart. Alors, vous le savez, et peut-être que vous l'avez déjà visité, c'est un château qui est très très grand, avec 2300 pièces, et qui va avoir suffisamment d'espace pour loger ce qu'on va appeler les courtisans, et devenir ainsi le symbole d'une noblesse prête à tout pour vivre à côté du roi. Et on verra que la stratégie qui est mise en place par Louis XIV fonctionne, et sous son œil, les grands, c'est-à-dire en fait les nobles les plus importants du royaume, ne complotent plus, car c'était souvent le cas, et on le verra notamment à l'époque de Louis XIII. Leur objectif principal est en fait maintenant de servir le roi. Alors, dans l'intitulé, vous aviez aussi l'expression société de cour. Alors, qu'est-ce que c'est que la société de cour? En fait, c'est une expression qui fait référence à un concept défini par un historien du début du XXe siècle, qui s'appelait Norbert Elias, et qui a étudié la cour de Louis XIV, et en a déduit que la monarchie française est une société qui est dotée d'une cour, avec des particularités, avec ses règles, ses normes, ses codes et ses contraintes. Et que la cour est elle-même une société à part entière à l'intérieur du royaume. Et justement, cette société à part entière doit respecter ce que Louis XIV va mettre en place, qu'on appelle l'étiquette. Alors, première question, vous demandez de décrire le quotidien de la cour et de justifier l'affirmation suivante: Louis XIV a fait construire Versailles pour mieux contrôler la noblesse. Alors, qu'est-ce qui était attendu comme réponse? Eh bien, on peut rappeler que le quotidien à Versailles est rythmé par des fêtes, des jeux, des promenades dans les jardins, mais également par de nombreuses cérémonies qui visent à structurer justement l'étiquette, c'est-à-dire la place de chacun à l'intérieur du château de Versailles, de la cour de Versailles. Et donc sont mentionnés dans le document le coucher du souverain et ses repas. Et lors de ces événements, seuls les courtisans les plus en vue peuvent être spectateurs ou jouer un rôle. C'est un honneur de tenir le chandelier ou de tenir la robe de chambre du roi. Et là, il faut vraiment insister, hein. Louis XIV a fait construire Versailles pour contrôler la noblesse. En fait, il veut avoir à côté de lui le maximum de nobles pour s'assurer de leur fidélité et de leur soumission. Il a été marqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un événement lorsqu'il était jeune qu'on appelle la Fronde, et qui est une révolte des grands nobles du royaume, et il est obligé de quitter précipitamment Paris, caché en pleine nuit, et ça l'a profondément traumatisé et humilié. Et plus jamais il ne veut revivre ça, et il veut absolument contrôler les nobles. Alors en premier lieu, il va attirer à Versailles la noblesse en l'installant dans les appartements. Il y a de la place, hein. Les courtisans les plus puissants vont avoir accès aux appartements les plus grands. Donc il y a toute une hiérarchie qui va se mettre en place. De nombreux nobles vont quitter leur terre, de leur province, et vont venir vivre au plus près du souverain. Et ils sont totalement dépendants de Louis XIV pour obtenir un logement et obtenir de l'argent. Et donc on dit que Louis XIV a domestiqué la noblesse, en mettant en place un système de distinction et de récompense. Et pour bénéficier de ces faveurs, les courtisans cherchent à se faire remarquer et vont dépenser des sommes colossales, et là je cite le texte, en habits, en équipage, en bâtiments, en jeux. L'objectif de Louis XIV est clair: il faut forcer la noblesse à rechercher son attention et ainsi la réduire, je cite encore, à dépendre entièrement de ses bienfaits pour subsister. Alors, document numéro 2, vous avez donc une représentation de Louis XIV en Apollon, et on vous demandait d'expliquer pourquoi le roi se fait représenter en Apollon. Donc ça, on l'a déjà vu quand nous avons parlé des rapports entre le roi et la guerre. On avait déjà vu cette allégorie,
Là, il faut insister que le motif du soleil donc est un symbole emblématique de Louis XIV, on pourrait même dire obsessionnel, donc il se fait représenter sous les traits d'Apollon, donc il cherche à mettre en avant sa puissance, son autorité et aussi son attrait pour les arts. Et puis il faut rappeler aussi que la devise de Louis XIV était au-dessus du reste des hommes. Et un autre élément qui explique aussi pourquoi il s'appelle le roi Soleil, c'est lors d'un bal au début de son règne où il se fait apparaître déguisé en soleil avec un costume jaune or et un masque qui représente le soleil. Question numéro 3, on vous demande d'interpréter les objectifs poursuivis par le souverain à travers cette fête. Alors, à travers cette fête, en fait, Louis XIV, il cherche quoi? Il cherche tout d'abord à célébrer une grande victoire militaire. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle qui va mettre fin à la guerre de dévolution. Et la conséquence de ce traité de paix et de cette guerre qui est gagnée, c'est que la France va devenir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. En effet, donc, Louis XIV donc, obtient un nombre important de places fortes dans le nord du royaume, qui est une frontière très instable. Mais ce n'est pas que la grandeur militaire que Louis XIV met en avant. Par la fête, c'est aussi la richesse et le raffinement de la cour qu'il veut souligner. La France va devenir une grande puissance et qui va rayonner au niveau européen. Et l'auteur, donc André Philippien, donc insiste tout ici sur la profusion des mets, l'élégance de la mise en scène et la splendeur du spectacle qui est proposé par Louis XIV. Enfin, question numéro 4, donc on vous demande de montrer que le tableau met en avant la grandeur et la démesure du projet architectural de Louis XIV. Alors, le château de Louis XIV, que peut-être certains ont déjà eu la chance de visiter, la première chose qui frappe quand vous regardez le tableau, c'est sans doute la démesure. En fait, il est haut, le château est au centre en fait du tableau, il occupe une grande partie du tableau, et en fait, si vous regardez bien, on ne voit quasiment aucune trace humaine. Hein, le cortège royal qui est sur la droite, en fait, on dirait des petites fourmis. C'est fait exprès. En fait, on ne distingue que le roi et son carrosse, accompagnés de soldats à cheval, donc c'est en bas à droite, et les ouvriers ne sont pas représentés alors que le château est en pleine construction à cette époque-là. En revanche, les jardins à l'arrière-plan donc occupent une surface très importante de la toile. Là aussi, les jardins ne sont pas finalisés et le grand canal que l'on aperçoit derrière n'est pas non plus terminé. Alors, ce grand canal a une importance vitale pour Versailles puisque en fait Versailles a été construit dans une région marécageuse, infestée de moustiques, et donc il fallait pour viabiliser le château et les jardins apporter de l'eau jusqu'au château. Alors, la taille, mais aussi, regardez, les formes géométriques, donc ça traduit à la fois la démesure du projet, mais c'est aussi, symboliquement, c'est le contrôle de la monarchie sur la nature. C'est-à-dire que le roi est capable de redessiner la nature selon ses envies. Par exemple, on s'aperçoit qu'au fond du tableau, il y a des montagnes. En fait, elles n'existent pas, ces montagnes. Versailles a été construit dans une région totalement plane. Mais le roi voulait qu'on montre qu'il était capable de domestiquer la nature, de la transformer à son image. Donc on a imaginé des montagnes en arrière-plan. Donc là encore, ça témoigne du contrôle qui est exercé par Louis XIV, qui règle les moindres détails de la vie dans Versailles, mais aussi dans la façon dont Versailles est représenté et vu par les spectateurs. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude sur Versailles, le roi Soleil et la société de cour? Alors, 3 points en fait. Premièrement, que Versailles a permis à Louis XIV d'affirmer son autorité. Ça, c'est essentiel. Il faut rappeler qu'à l'origine, le château de Versailles était simplement un petit pavillon de chasse qui avait été construit par Louis XIII et qu'il a été agrandi successivement. Ensuite, Louis XIV a fait du château un outil de contrôle de la noblesse.
Et en fait, la cour de Versailles est à la fois l'accomplissement et l'aboutissement de toute carrière pour un noble. Donc Louis XIV encourage les grandes familles du royaume à délaisser leurs châteaux en province et de venir dans les appartements de Versailles. Et c'est lui qui va décider en fait d'octroyer les logements à telle ou telle famille selon son bon vouloir. Et donc les nobles, qu'on appelle donc maintenant des courtisans, sont tous placés sous la dépendance de Louis XIV et ils vont rechercher la moindre faveur de sa part. Ils en sont obligés puisqu'ils n'ont plus d'argent, ne travaillent plus. Et enfin, un dernier élément, c'est que Versailles est connu pour ses fêtes. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les fêtes sont une façon d'affirmer son autorité royale. Elles sont l'occasion d'une mise en scène des victoires militaires. Hein. Chaque fête, en fait, a une thématique, et souvent les victoires militaires font partie de ces thématiques, mais c'est aussi la richesse et le raffinement de la monarchie française et au-delà de la civilisation française qui est mis en avant. Donc voilà, j'espère que vous avez tous trouvé les réponses et j'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que vous avez pu compléter vos réponses. Voilà, merci.